Bienvenue à ce webinaire pour garder la motivation à distance et je passe tout de suite la parole à Branka Zai. Eh bien, notre thème aujourd'hui, c'est garder sa motivation à distance, c'est-à-dire dans la situation actuelle de confinement et de toutes ces mesures pour combattre le virus, nous devons garder notre motivation à distance. Le programme de ce micro-séminaire est l'interdépendance et ses impacts, la valorisation du travail des invisibles, les différents types de plaisir qu'on peut avoir, les sources de motivation et les moyens pour les activer. L'interdépendance, dans cette situation, je vois l'interdépendance entre trois types d'intérêts. Intérêts personnels, les intérêts des autres et les intérêts transpersonnels. Plus précisément, ça signifie que les intérêts personnels nous concernent notre bien-être, notre corps propre, nos biens, ça peut être l'argent par exemple, et notre intellect, satisfaire les intérêts personnels. Intra-sujet, j'ai emprunté le terme à Jean Piaget, l'épistémologue et psychologue neuchâtelois, genevois, où quand il parle de l'intelligence, de l'évolution de l'intelligence, il évoque ces trois types aussi d'interaction dans la construction de l'intelligence. Donc, intra-sujet, intersujet, c'est le deuxième, c'est-à-dire ce sont les intérêts sociaux, ses proches, sa famille, ses amis, ou la société dans un sens plus large. Ça peut être le travail, un parti politique, les associations. Et le troisième type d'intérêt, ce sont des intérêts transpersonnels, transsujets, c'est-à-dire la nature, l'écologie, le Dieu, pour ceux qui croient. L'idée principale est que lorsque nous avons ces différents types d'intérêts, nous avons des délais hypothétiques des effets de nos actions. Si quelque chose m'intéresse personnellement, je veux boire un café, par exemple, eh bien, le temps que je me donne pour voir l'effet de mon action, c'est très court. Ça peut être entre 5 minutes et maximum 1 heure. Pour les proches, ça peut être plus lointain. Donc, ce sont des délais hypothétiques que j'ai mis ici. Alors que pour le pays, pour l'effet sur un pays entier, on se donne des délais beaucoup plus à long terme. Ce que je constate maintenant, que tous ces délais ont été bouleversés. C'est-à-dire, cette interdépendance met en lumière les intérêts du monde entier et de tout le monde en même temps. Et il s'agit toujours aussi d'un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, il faut établir une échelle de valeurs et de priorités entre les trois types d'intérêts. Là, j'évoque encore Jean Piaget, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que ce sont les intérêts des autres ou vos propres intérêts qui priment? Il a dit, il faut à tout moment établir la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire les priorités et la hiérarchie des valeurs. Vous savez que Piaget était un grand promeneur et ses chaussures de montagne sont toujours aux archives Jean Piaget à Genève. Et il a raconté ça à une occasion. Il a dit, je dois terminer mon travail, il fait beau, c'est dimanche, j'ai envie de sortir, mais j'ai promis de terminer un travail pour mes étudiants demain matin à 8 heures. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis et j'établis la hiérarchie de mes valeurs morales, c'est-à-dire l'échelle de valeurs. Et à ce moment-là, lorsque j'ai décidé que c'est plus important pour moi de tenir ma parole que d'aller me promener, ce n'est plus un sacrifice, c'est ma décision. Et c'est ça que je propose aussi d'utiliser comme
une décision qu'on doit prendre dans les situations de conflit d'intérêts. Aussi, nous avons, pour résumer, ces 3 types de motivation, soit 3 types d'intérêts: intérêt interpersonnel, transpersonnel et interpersonnel. L'idée est de composer un dosage savant des 3 types d'intérêts, de ne pas se concentrer uniquement sur un type d'intérêt, puisque tout est interdépendant. Les conséquences de cette prise de conscience de l'interdépendance est la valorisation du travail des invisibles, ce que j'appelle des invisibles, et le développement de la solidarité. Nous voyons toujours le même côté de la Lune, le côté visible, alors que la face cachée de la Lune, ça serait le travail des invisibles, les soignants par exemple, la voirie ou les autres. Et ça nous vient de la Chine en fait, ce travail, c'est-à-dire cette valorisation de l'invisible. La Chine vient de réussir à poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Contrairement à la face visible, la face cachée de la Lune est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères. Contrairement à la face cachée de la Lune qui met en lumière le travail de ces nouveaux héros, c'est-à-dire ils ont toujours été des héros, mais on les découvre maintenant, on les met en lumière. Alors, quels seraient des exemples? C'est ma question maintenant aux participants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les personnes que vous avez pu voir comme de nouveaux héros, découvrir leurs valeurs? Ils ont toujours eu ces valeurs, mais le travail des invisibles. Une première réponse qui vient, qui est les caissières des supermarchés. Pour ma part, c'est vraiment toutes les personnes de la logistique, et puis y compris notamment la poste, avec tous les paquets qui ont transité par chez eux. Alors il y a les chauffeurs poids lourds qui transportent absolument tout ce dont nous avons besoin, du médical comme de l'alimentaire. Voilà. Les chauffeurs poids lourds, on ne les voit jamais. Il faut vraiment aller de l'autre côté de la Lune pour les voir. Et je pense que cette situation de la pandémie, c'est ce qui m'a fait personnellement, ça m'a fait redécouvrir l'importance de toutes ces personnes qu'on ne voit jamais et qui assurent notre existence, au fond. Okay? Alors, on va voir maintenant notre travail à distance. Est-ce que le travail à distance peut nous apporter du plaisir? Quel type de plaisir peut-on ressentir et comment se motiver? Normalement, la satisfaction de nos besoins, de nos intérêts, nous porte du plaisir. Et quels sont les types de plaisir qu'on peut ressentir? Il y a plusieurs types de plaisir. Le plaisir du corps, manger du chocolat. Mais il y en a qui, dans cette situation-là, en mangent un peu plus. Plaisir de l'esprit, ce sont les plaisirs esthétiques, écouter de la musique par exemple. Les plaisirs intellectuels, la découverte, s'informer, trouver quelque chose de nouveau, apprendre surtout. Les plaisirs de la maîtrise, de vaincre un obstacle. Le saut à l'élastique, vous voyez ici l'image. Le plaisir de maîtrise, c'est quelque chose de très important, mais le plaisir de maîtrise passe par une souffrance, par la peur. Finalement, c'est en vainquant la peur qu'on peut accéder au plaisir de vaincre de la maîtrise. Et le plaisir d'aider l'autre. Voilà les 5 types de plaisir. Personnellement, je ressens le plaisir intellectuel, puisque dans cette situation-là, je lis énormément. Je n'ai pas tellement de plaisir de maîtrise, de vaincre un obstacle, mais le plaisir d'aider les autres, oui, ça,
j'éprouve pratiquement tous les jours. Alors, aider les autres, qu'est-ce que ça nous donne comme plaisir? Il y a une expérience faite aux États-Unis qui montre que les mêmes circuits du cerveau s'activent si je donne à une œuvre d'entraide ou si, par exemple, je reçois du chocolat. On appelle ça l'hypothèse du plaisir rayonnant, selon laquelle l'action de donner me fait rayonner de plaisir. Ça me récompense et c'est pourquoi le don en lui-même est réconfortant. Il me fait du bien parce que j'en tire quelque chose et que je me sens mieux. Alors, ça, c'est une chercheuse à l'Université de Zurich ce sont les recherches neurologiques qui confirment qu'il y a deux gagnants. Faire du bien aux autres, c'est pratiquement comme manger du chocolat. Alors, Développer de la compassion, ça permet de développer des émotions positives qui font retomber le stress et l'angoisse, lesquels sont à long terme néfastes pour la santé. Donc on peut même argumenter, si on suit ce courant d'idées, que dans la compassion, il y a deux gagnants, celui qui la ressent et celui qui la reçoit. et celui qui la donne. Je n'ai pas pu résister de vous montrer encore ça. Ça, c'est Charles Rollin, le coutelier au doigt d'or, un coutelier d'art connu dans le monde entier, quand il dit comment il met un peu de son âme dans tout ce qu'il réalise. C'est-à-dire, faire quelque chose, c'est mettre son âme là-dedans. C'est ce qu'il dit ici. Voilà. Quand je fabrique un couteau, je le fais avec tellement de passion que je mets quasiment mon âme dedans et que les gens, quand ils partent avec, ils partent avec une partie de mon âme. Avec une partie de mon âme. Et là, quand je fabrique un couteau, que c'est le plus beau métier du monde. Parce que quand il voit les yeux qui pétillent, c'est le plaisir qu'il donne aux autres en leur vendant son couteau. mon travail à moi, c'est le plus beau métier du monde. Surtout quand je livre le couteau, puis que je vois les yeux qui pétillent. Donc, faire plaisir aux autres, c'est une grande source de plaisir. Alors, s'il vous plaît, vos exemples des plaisirs que vous pouvez ressentir dans cette situation-là. Est-ce que vous pouvez ressentir un des 5 types de plaisir? Ou ça, c'est encore ma question, mon appel à la participation des présents ici. Pour ma part, c'est plus un gain de confort qui rendrait agréable la situation de travail. Le confort, dans quel sens? Les trajets, le cadre de travail qui est beaucoup plus agréable à la maison qu'au bureau, qui ne sont pas des conditions extraordinaires. Le confort général de l'environnement de travail. Oui, oui. Ça varie d'une personne à l'autre, évidemment, parce qu'il y en a qui sont moins confortables à la maison, mais personnellement, je suis d'accord avec vous. Pour moi aussi, c'est une source de travail. Un des plaisirs, c'est de pouvoir s'octroyer du temps et prendre soin de soi pour faire du sport ou de se détendre. Enfin, pouvoir s'occuper de soi-même. Oui, ça aussi, c'est une source de plaisir. Vous voyez qu'on peut toujours trouver quelque chose de positif, même si la situation en soi n'est pas positive. Autre chose, Nicolas, est-ce qu'il y a des... Alors, il n'y a pas d'autres commentaires et je vous laisse continuer. D'accord. Alors, les actions concrètes pour faire face aux émotions négatives. On peut avoir des émotions négatives, évidemment, dans cette situation-là. D'abord, je vais traiter 3 aspects. L'auto-empathie, la réévaluation de l'importance du problème et attribution de signification positive et aussi comment évoquer les souvenirs de réussite. L'auto-empathie, l'idée est de se donner un temps, de se dire je suis inquiète, anxieuse, je vais me donner un temps
où je vais ressentir ça et me dire, ok, j'ai droit d'être anxieuse parce que la situation l'exige, mais ce temps d'auto-empathie est limité. Aujourd'hui, je décide que de 4h à 4h30, je me concentre sur mes sentiments négatifs. Je ressens qu'ils sont justifiés dans cette situation-là, mais après 4h30, c'est fini. Donc on se donne un temps parce qu'on a droit à avoir des émotions négatives. Il n'y a pas d'obligation de toujours ressentir des émotions positives, hein. On aimerait bien le faire, mais... Ensuite, la deuxième, c'est la réévaluation de l'importance du problème. C'est-à-dire, il s'agit de relativiser. Est-ce que c'est si désagréable que ça? Donner la bonne taille au problème. Est-ce que c'est maintenant pour toujours ou c'est un mauvais moment à passer? Évidemment, on espère que ça sera un mauvais moment à passer, que ça ne va pas durer. Et aussi, normalement, aussi, c'est étendu dans l'espace, peut-être à la maison ou pendant la promenade de différents lieux. Mais c'est surtout réévaluer l'importance du problème dans son intensité et sa durée. Finalement, comme on dit, ce qui ne tue pas renforce. Donc ça, on relativise un peu. Attribuer une signification positive. On peut toujours trouver une signification positive, même aux problèmes, aux situations qui sont difficiles. Par exemple, la perte d'emploi est une situation difficile, mais elle peut avoir des côtés positifs. On va faire autre chose, trouver un autre métier, se former. Donc, attribuer une signification positive. Et surtout, il y a encore quelque chose que je n'ai pas mis sur le slide, c'est d'avoir un bon plan d'activité qu'on va suivre. Maintenant, je m'occupe de cette activité-là. Ensuite, dans l'heure qui suit, je vais avoir une deuxième activité. Bien planifier ces activités, et ça va nous occuper. Aussi, on va penser moins aux problèmes parce qu'on est occupé à suivre notre plan des activités. Le quatrième point ici, c'est évoquer les souvenirs de réussite. Ça m'a beaucoup plu que j'ai pu trouver beaucoup d'exemples en Suisse de comment l'évocation des souvenirs de réussite nous aide à faire face aux émotions négatives, à toutes sortes de... Voilà. Alors c'est Hans-Rudolf Merz qui, en 2009, était président de la Confédération. Qu'est-ce qu'il nous dit? Grâce à sa capacité d'innovation, à sa volonté inébranlable au niveau de formation de ses habitants et à ses atouts traditionnels que sont la fiabilité et l'ardeur au travail, notre pays a déjà surmonté bien des crises profondes. Il en ira de même aujourd'hui. Donc, il a bien formulé ça. Notre pays a déjà surmonté bien de crises profondes. Et il en ira de même aujourd'hui. Ça, un peu plus récent, c'est Dr David Beau, le chef du service d'obstétrique à Oshuve. Il est aussi un coureur, un sportif. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La même chose. Réussir des moments difficiles, ça nous aide à affronter de nouveaux défis. Écoutons-le. D'avoir réussi dans certaines compétitions à passer ces moments difficiles, vous êtes au pied d'une montagne et il vous reste encore 2000 mètres de dénivelé à faire, vous arrivez à les vaincre. Quand vous vous retrouvez dans la même situation psychologique dans votre travail, vous dites, voilà, je me rappelle, j'y suis arrivé. Et ça aide énormément dans le travail de tous les jours. Le troisième exemple, c'est... Qu'a dit Christophe, me prend par l'épaule, puis il me fait, tu sais qu'on n'a jamais perdu une finale, hein? Tu sais qu'on n'a jamais perdu une finale, hein. Et puis il me l'a dit plusieurs fois, et je me souviens, et il nous mettait une bonne pression. Une finale, ça signifie
les souvenirs de réussite, c'était, je pense, le football club FC Sion, mais d'après, ils ont perdu une finale. Hein. Alors, quelle stratégie pensez-vous pouvoir appliquer? Je vais remettre la liste des stratégies. Auto-empathie, réévaluation de l'importance, attribution d'une signification positive ou évoquer les souvenirs de réussite. D'accord? Alors, vous voyez, vous avez ici une petite liste d'actions concrètes qu'on peut appliquer pour faire face à... Voilà. Alors, ça nous ramène aux 3 dimensions de soi. Moi, je dirais, ce n'est pas seulement 3 dimensions, 3 sources de motivation, mais 3 dimensions de soi qui sont les intérêts personnels, inter et trans. Et surtout, le dosage savant des 3 types d'intérêts. Dans tout ce que je fais, quand j'ai appris ça, ça va faire une quinzaine d'années où j'ai pu conceptualiser ça personnellement. Comme ça, quand je l'ai appris, je me suis dit, quand je fais quelque chose, je décide de faire quelque chose, je vais d'abord voir quels sont les effets de mes faits, de mes actions sur moi, sur les autres et au niveau transpersonnel. Et ça me donne la force de bien décider en connaissance de cause, faire un dosage savant des 3 types d'intérêts, 3 forces de motivation. Parfois on appelle ça l'intelligence émotionnelle aussi. Alors le travail, on était dans la motivation au travail, comment garder la motivation. Et dans cette situation de l'interdépendance, ça m'évoque aussi certaines images des compétitions, c'est-à-dire du patinage artistique. Le travail implique l'action des individus, tout à la fois dans leur singularité, dans leur interdépendance et dans leur action synchronisée. Je pense que c'est l'action synchronisée qui a été vraiment le moyen efficace pour combattre notre situation actuelle en Suisse.